Bonjour et bienvenue au résumé du cours 10 sur l'introduction aux turbomachines. Donc, dans ce cours-là, on va s'intéresser principalement aux écoulements en rotation qu'on retrouve essentiellement, par exemple, ici dans une turbine industrielle. On va avoir un compresseur, une turbine et comprendre comment l'écoulement évolue à l'intérieur de cette machinerie-là. C'est le but principal du présent cours. Donc, pour y arriver, on va faire un résumé sur les notions de mécanique dynamique qui a été vu dans les cours antérieurs. Rappel également des bilans de moments cinétiques, mais cette fois-ci appliqué à la mécanique des fluides, qui va être une nouveauté. Et par la suite, l'application aux turbomachines. Euh, Principalement, on va regarder les pompes centrifuges. Donc, pour y arriver, dans un premier temps, rapidement, donc vitesse angulaire qui est en radians par seconde et l'accélération tangentielle ici, euh, qui est l'accélération le long d'une particule, le long d'un arc de cercle. Donc, qui est tout simplement exprimée en fonction de l'accélération angulaire alpha et du rayon R. Donc, pour une particule infiniment petite, donc on a ici la quantité de mouvement NR, mais là, cette fois-ci, on est en rotation. Donc, on va avoir un effet de bras de levier. Donc, c'est une quantité de mouvement avec un rayon. Donc, on appelle ça la quantité de mouvement angulaire ou le moment cinétique. Et on voit aussi, avec un rappel du théorème du moment cinétique, que cette variation dans le temps du moment cinétique est le résultat d'une application d'un moment sur cette particule-là. Donc, on peut s'intéresser aussi à un objet solide, pas nécessairement un objet qui est ponctuel. Et donc, à ce moment-là, on fait introduire le principe du moment d'inertie I. Et pour bien visualiser le produit vectoriel, donc il faut se familiariser avec la règle de la main droite pour comprendre comment on vient évaluer, par exemple, le vecteur moment, qui est le produit vectoriel du bras de levier R avec le vecteur force. Et on retrouve également ce produit vectoriel-là lorsqu'on veut calculer le moment cinétique, qui est le produit vectoriel du bras de levier R avec la quantité de mouvement M fois le vecteur V. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la variation de quantité de mouvement euh, cinétique appliquée sur un système. Et ça va être directement lié à la somme des moments appliqués sur ce système-là. Et on peut faire le calcul d'un intégral de volume pour savoir comment la répartition de la masse à l'intérieur ici d'un fluide vient être influencée par un moment extérieur appliqué sur notre système. Donc, si on revient à notre système, donc on connaît maintenant le moment cinétique de notre système, sa variation dans le temps, et on sait qu'il y a un lien direct avec la somme des moments qui est appliquée sur ce système-là. Euh, on garde en tête qu'il faut appliquer le théorème de transport d'Erenol pour que on puisse changer notre perspective du système à un volume de contrôle. Et donc, c'est ce qu'on fait à la prochaine étape. Et pour y arriver, donc, on utilise B majuscule, qui est la propriété extensive, qui est le moment cinétique, et B minuscule, qui est la propriété intensive, qui est le produit vectoriel avec le vecteur position ou le bras de levier et le vecteur vitesse. Donc, dans cette transition-là vers le système au volume de contrôle, on a la somme des moments qui est appliquée sur le système qui correspond également à la somme des moments qui est appliquée sur notre volume de contrôle. Et maintenant, ce qu'on a comme équation très générique, on voit que la somme des moments appliqués sur notre volume de contrôle va venir faire varier la variation de quantité de mouvement angulaire dans le temps à l'intérieur du volume de contrôle, plus le flux net, la variation nette de quantité de mouvement entre les flux entrants euh, et les flux sortants. Donc, d'où l'intégrale de surface ici. Donc, pour venir capturer les variations de H à l'intérieur, pas à l'intérieur, mais à travers la surface, qui traverse la surface du volume de contrôle.
Donc, ici, on a une équation qui est vectorielle, donc il faut faire attention lorsqu'on développe cette équation-là, de bien évaluer le produit vectoriel. Euh, et voilà. Donc, la plupart des simplifications qu'on va faire, c'est encore une fois, on va supposer qu'on est en régime permanent et que notre distribution de vitesse est uniforme à l'intérieur de la conduite, ce qui va simplifier dans un premier temps l'intégrale temporelle et dans un deuxième temps les intégrales de surface, étant donné que la vitesse, la distribution de vitesse, elle est constante pour une section A donnée. On fait attention aux signes, étant donné que notre intégrale de surface maintenant est simplifiée, donc on traite de façon explicite les flux sortants positifs et les flux entrants négatifs. Mais il faut faire attention parce qu'on a encore une équation vectorielle et le produit vectoriel peut être positif, négatif, dépendamment de l'orientation des vecteurs R et V. Donc, c'est important de utiliser la règle de la main droite afin d'évaluer le signe des flux sortants et entrants. Donc, on a fait ce premier exemple-là qui nous permettait d'évaluer le moment appliqué sur notre volume de contrôle afin de maintenir la partie rotative fixe, malgré le fait que le fluide ici est éjecté de l'arrosoir. Et on a vu des variantes. On a discuté des variantes, c'est-à-dire cette fois-ci, si on laisse l'arrosoir tourner et qu'on néglige le frottement, est-ce que cet arrosoir-là va tourner à une vitesse infinie? Est-ce qu'elle va accélérer jusqu'à temps qu'atteindre une vitesse infinie ou on va atteindre un point d'équilibre qui va stopper l'accélération? Euh, donc, on avait vu justement que ce qui est important, c'est la vitesse du fluide par rapport au volume de contrôle. Et on a vu que lorsque la vitesse du jet est égale à la vitesse de la buse, donc en valeur absolue, de signe opposé, lorsque la vitesse de la buse est euh, de même amplitude, mais de signe opposé que la vitesse du jet qui sort de la buse, donc à ce moment-là, la vitesse absolue de l'eau est nulle et donc on arrête de générer un moment de force qui va permettre à l'arrosoir de tourner avec une vitesse constante à partir du moment qu'on atteint ce point d'équilibre-là. Et donc, si on a, dans un autre cas, si on ajoute un frottement, bien à ce moment-là, la quantité de mouvement angulaire qui doit être éjectée du volume de contrôle doit s'ajuster de façon à vaincre uniquement le frottement. Donc, plus le frottement est élevé, donc plus la rotation va être affectée par ce frottement-là. OK? Voilà. Et donc, par la suite, on applique nos notions plus à de la turbomachinerie dans des applications plus industrielles. Donc, on voit ici une turbopompe avec une arrivée de carburant et euh, qui va être propulsée par une turbine qui est essentiellement des gaz chauds qui ont été soit le produit d'une combustion ou simplement le résultat d'une dilatation thermique suite au refroidissement des éléments chauds du moteur d'une fusée. Donc, dans le cas d'une pompe centrifuge, comme le nom l'indique, ça repose sur le principe des effets centrifuges. Et donc, le fluide va rentrer axialement et puis va être dévié vers l'extérieur au fur et à mesure que la rotation, euh, à fur et à mesure que le fluide se propage dans le rotor qui est en rotation. Et on voit que plus le rotor est grand et donc plus la variation de rayon est importante, donc plus on s'attend à ce que la pression augmente à la sortie euh, de la pompe centrifuge. Donc ici, un rappel pour calculer la puissance à l'arbre qui est basée sur la vitesse angulaire et le couple appliqué à l'arbre. Donc cette fois-ci, on met l'emphase un peu plus sur la conservation de la masse. Donc comment on calcule les flux entrants versus les flux sortants de notre rotor. Donc on utilise ici la circonférence du cylindre ou de la section cylindrique multiplié par la hauteur de la pale, donc 2 pi R1 fois B1, qui va nous donner l'aire de passage des flux entrants. Et même logique pour à la sortie, on va utiliser 2 pi R2 multiplié par la hauteur des pales B2, qui va nous donner la surface cylindrique des flux sortants. Évidemment,
ce qui rentre doit être égal à ce qui sort. Ici, on fait une conservation des débits volumiques parce qu'on assume ici un fluide incompressible. Donc, on peut poser l'égalité ou la conservation des débits volumiques dans le cas bien précis où que le fluide est incompressible. Et on va observer que la vitesse va augmenter si la surface totale de sortie est plus petite que la surface totale d'entrée du fluide et vice-versa. Donc, autre élément à considérer, c'est les flux tangentiels. Donc, si on veut connaître le couple appliqué sur un rotor de compresseur, donc en fonction de la variation de quantité de mouvement angulaire, donc à ce moment-là, il faut tenir compte de la variation du moment angulaire. Et pour y arriver, on regarde la vitesse tangentielle. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la variation euh, de V1T vers V2T. Donc, la variation de la vitesse angulaire multipliée par leurs rayons respectifs, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la quantité de mouvement angulaire, va nous donner le moment appliqué à l'arbre. Évidemment, il faut multiplier par le débit massique. Donc ça nous permet de caractériser d'un point de vue absolu, donc quand on est à l'extérieur et qu'on veut faire le lien entre les flux sortants et les flux entrants et déterminer le couple appliqué à l'arbre. Par contre, lorsqu'on est dans un contexte de design, on va être en mesure de savoir comment on doit designer les pales du rotor en rotation. Et pour y arriver, il faut introduire le concept de triangle des vitesses parce que le même écoulement qu'on a utilisé pour déterminer le couple à l'arbre, ben, ce même écoulement-là, on doit le regarder de la perspective du rotor afin de déterminer comment le fluide se comporte par rapport aux éléments en rotation du rotor. Et donc, pour y arriver, on introduit le concept du triangle des vitesses. Donc, notez que tantôt, on parlait de V1T et de V1N, et ce qui nous donne le vecteur V1. Donc, on part toujours maintenant du vecteur V1, mais cette fois-ci, on va le regarder d'une perspective différente, qui est le triangle des vitesses. Et donc, le triangle des vitesses nous dit quoi? Nous dit que la vitesse absolue V1 va être égale à la vitesse du repère en rotation, ici oméga R1, plus la vitesse relative du fluide par rapport à ce repère en rotation. Donc, on a le triangle des vitesses qui fait qu'on a V1 qui est égal à oméga R1 plus V1 relatif. Alors, le V1 relatif qui est ici, c'est un parallélogramme, donc on peut décaler notre vecteur et donc on voit apparaître le triangle des vitesses comme ça ici. Donc, bêta 1 représente l'angle de l'écoulement par rapport à la pale, donc c'est l'angle de pale ou l'angle de métal, alors que alpha 1, c'est l'angle du vecteur absolu V1. Donc, un peu de trigonométrie nous amène à ces équations-là, donc rien de très difficile. Il faut juste se rappeler des notions de base de trigonométrie. Donc, vous avez ici un court formulaire qui représente un peu les équations principales, mais il ne faut pas se limiter à ces équations-là. Il faut mieux comprendre au niveau fondamental les équations pour être en mesure de dériver les équations à fur et à mesure dont on en a besoin. Et on avait complété avec cet exemple-là ici, qui nous permettait justement d'utiliser les notions de triangle de vitesse. On note également que suite à cet exemple-là, on a vu que on va obtenir une meilleure charge de la pompe lorsqu'on a une quantité de mouvement angulaire qui est faible ou pratiquement nulle à l'entrée. Et donc, pour y arriver, on aimerait avoir V1T qui est le plus près possible de zéro pour maximiser le delta entre la sortie et l'entrée. Et donc, comment on fait pour avoir un B1T le plus faible possible? Ben, il s'agit de jouer sur l'angle de métal bêta 1 en fonction des débits, en fonction de la vitesse de rotation, en fonction de la géométrie. Et donc, en utilisant le triangle des vitesses, on peut déterminer que V1T peut être égal à 0 si on manipule algébriquement cette équation-là. Et on peut mettre en évidence l'angle tangente bêta afin d'extraire l'angle nécessaire pour avoir une vitesse V1T nulle. Pour la sortie, quelle est la sortie idéale? Quel est l'angle bêta 2 idéal? Bien, ça dépend de l'utilisation de la pompe. Ici, on voit différents cas. Donc, la charge en fonction du débit Q pour un oméga constant. Donc, si on veut avoir une charge constante, mieux vaut avoir un bêta 2 qui est égal à 90 degrés. Donc, c'est un rotor centrifuge à angle droit. Si on veut avoir une charge qui augmente avec le débit, donc à ce moment-là, on va viser
un bêta 2 qui est plus grand que 90 degrés. Donc, ça veut dire qu'on a des pales qui sont orientées vers l'avant, donc dans le sens de la rotation. Et si, par exemple, on veut minimiser le H en fonction du débit, donc à ce moment-là, on va opter plus pour un rotor avec des pales orientées vers l'arrière, comme on voit sur l'image ici, avec un bêta 2 qui est inférieur à 90 degrés. Donc, une fois qu'on a décidé quel code nous convient le mieux, on peut déterminer à savoir à quoi devrait ressembler le bêta 2 à la sortie du rotor de notre pompe centrifuge. Donc, on avait discuté sur cet exemple industriel-là. Et voilà, donc ce qui complète le résumé du cours 10.